Alors on change de format comme ce matin. Donc là, le temps est venu des pitch startup, donc il va falloir les encourager parce qu'ils vont se produire sur scène devant vous. Donc ce sont des startups qui sont accompagnées par le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine. Ils suivent deux programmes différents, soit le programme d'incubation depuis 1 an, qui est un programme qui permet en tout cas de maturer leur idée, de voir s'il y a un potentiel marché sur lequel ils peuvent se développer. Et un programme d'accélération qui est plus dédié à des startups plus matures, qui génèrent déjà du chiffre d'affaires, qui ont déjà fait une preuve de concept. Donc voilà, ils sont aujourd'hui mélangés, ils sont 6 et ils vont se succéder sur scène pour vous présenter leurs solutions et les services qu'ils développent. Alors j'appelle à me rejoindre Sylvain Gattier de Roaming Touch. Merci. Je ne sais pas pourquoi, je me doutais que j'allais être en premier. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Sylvain Galtier. Je suis le fondateur de Roaming Touch. Du coup, c'est le petit bouton en bas, c'est ça? Non, c'est le milieu. C'est le milieu, ok. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu mon concept. Donc d'abord, je vais vous parler de l'historique. À la base, j'ai été commercial pendant 13 ans. J'étais sur tout le sud-ouest et j'étais un gros consommateur de nuits d'hôtel. Je passais 2 à 3 nuits d'hôtel à peu près par semaine. Et du coup, j'avais beaucoup l'occasion d'échanger avec des hôteliers. Et j'ai vécu quelques frustrations lors de ces nuits d'hôtel. La première, déjà, c'est de manger tout seul le soir et de me rendre compte que dans le restaurant de l'hôtel ou dans le restaurant à côté de l'hôtel, eh bien, j'étais pas le seul à être tout seul. Et j'ai trouvé ça tellement dommage de ne pas manger ensemble. Un soir, ça m'est venu. J'ai décidé de proposer à quelqu'un qui était devant moi au check-in: tiens, est-ce qu'on pourrait pas manger ensemble? Et le monsieur m'a dit oui, et du coup on a passé une super bonne soirée. Au final, l'hôtel a gagné peut-être 20-25 € en plus sur la note, puisqu'on a pris un apéro, une entrée, un plat, un dessert, un digestif et un café, au lieu de l'entrée, plat ou le plat dessert et café et puis dodo. Donc au final, c'était sympa pour nous et sympa pour l'hôtel. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose en ce sens. Et également, il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué un petit peu dans l'hôtel, c'est ce côté vieillissant de l'outil qu'on peut trouver dans la chambre. C'est le classeur en cuir avec les papiers à l'intérieur, où on va trouver la version française, la version anglaise, par exemple, des informations sur l'hôtel, sur les services, sur ce qu'on peut trouver. Et donc à partir de tout ça et des échanges que j'ai pu avoir avec les hôteliers, j'ai décidé de créer Roaming Touch. Roaming Touch, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement un panneau d'administration pour les hôteliers qui permet de générer un livret d'accueil numérique via un QR code qu'on va retrouver en chambre, qui permet d'accéder à tout un tas d'informations pour le client. Alors, comment ça fonctionne? Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un QR code en chambre, le client arrive, scanne son QR code, il est automatiquement connecté à un espace, et sur cet espace, il a accès à plusieurs choses. Il a accès déjà à toutes les informations de l'hôtel, et ce, en plusieurs langues. Il peut juste, en cliquant sur son drapeau, aller sur sa langue et accéder aux informations sur les services, sur les infos pratiques sur le séjour, sur ce qu'on peut trouver dans l'hôtel, etc. Il y a également le programme télé. C'était une frustration me concernant, puisqu'il n'y a aucun hôtel qui a les mêmes chaînes dans le même ordre. Donc du coup, on a mis un programme télé en direct avec les chaînes dans le bon ordre. On a également une plateforme qui s'appelle Social Club chez nous. Alors Social Club, ça vous parle peut-être pas forcément. L'idée, c'est en fait de proposer des événements au sein de l'hôtel, de remettre un petit peu du lien entre les clients de l'hôtel, de remettre un petit peu ce côté quartier et lieu de vie, un petit peu comme vous avez expliqué Monsieur Petit tout à l'heure. Proposer par exemple aux commerciaux de manger ensemble, proposer un after-work, un cocktail, pourquoi pas un cours de yoga, une sortie running. Voilà, c'est des choses qui remettent de la vie et qui améliorent le séjour du client. On a également une partie tourisme, qui permet au client d'aller voir tous les conseils que va pouvoir lui donner l'hôtel dans les environs, en fait, les bons plans, les restaurants, les choses à voir dans la ville. On a également le côté room service, bien entendu. Le client va pouvoir commander en direct à boire et à manger depuis sa chambre et se faire livrer. Et enfin, on a un questionnaire de satisfaction pendant le séjour qui permet en fait de traiter les insatisfactions avant le départ du client et avant qu'il décide de mettre une mauvaise note sur Google Avis ou sur TripAdvisor. Du coup, c'est un Room Directory numérique. Pour le client, il y a 0 création de compte,
0 téléchargement, 0 données fournies. Donc on n'est pas du tout invasif et il n'y a aucune barrière à l'utilisation pour le client. Pour l'hôtel, il y a 3 forfaits. Ça va du premier qui va être le Room Directory, donc le livret d'accueil, juste consultatif, très simple, sans interaction, jusqu'au Room Directory 100%, donc ce qu'on appelle le full premium, où il y a tous les modules dont je vous ai parlé, et on peut également composer son Room Directory comme on le souhaite en utilisant tel ou tel module. C'est un peu à la carte. Pourquoi Room in Touch? Alors Room in Touch, tout d'abord, on l'a pensé pour améliorer l'expérience client. Pourquoi on veut améliorer l'expérience client? Pour augmenter la fidélité, pour augmenter les notes, les retours, et du coup améliorer la réputation de l'hôtel sur Internet. C'est aussi pour améliorer donc, du coup, le taux de remplissage et également faire du chiffre d'affaires additionnel via le room service, mais je vous expliquerai ça plus tard. Et également la productivité, puisque quand on veut changer une information, quand on avait le livret avec tous les papiers, il fallait imprimer un papier par chambre, et aller dans chaque chambre et remettre dans les pochettes. Ça faisait perdre du temps. Là, en un clic, c'est bon. Et enfin, vous le voyez en haut, on est éco-hébergé par un serveur qui est en Savoie et qui est certifié par la Green Web Foundation. Donc nos serveurs ne polluent pas, ou du coup, ils polluent beaucoup moins que les serveurs habituels, ce qui fait qu'en fait on a un impact qui n'est pas négatif par notre apport. Et du coup, parce que le numérique pollue beaucoup, mais nous on a cette démarche globale, c'est une valeur très importante chez nous. On ne veut pas être apporteur de pollution supplémentaire. On veut apporter une solution qui aille dans la démarche actuelle des hôtels, l'économie de l'eau, l'économie d'énergie, etc. Alors le marché sur ce type de produit, il est jeune. Il y a peu de concurrence, on est une petite dizaine maximum. Il n'y a pas un gros choix et c'est en phase d'amorçage forte puisqu'il y a de plus en plus d'hôtels qui s'équipent en QR code, en Room Directory digitaux. Notre innovation et notre différenciation, tout d'abord, c'est qu'on est une marque blanche. C'est-à-dire que moi, Room in Touch n'apparaîtra nulle part aux yeux du client. Il verra le logo de l'hôtel, les couleurs de l'hôtel, les polices de l'hôtel, les textes de l'hôtel. On a mis des prix qui sont les plus bas possibles. Par exemple, on va demander peut-être 30 centimes par jour et par chambre pour un hôtel. Donc on va être vraiment très très faible. Donc très accessible pour l'hôtel, donc ça ne fait pas un coût, et au final, si on l'utilise bien, l'outil, ça devient plus un investissement qu'un coût et un levier pour générer du chiffre supplémentaire. Le Social Club, on est parmi tous les livrets qui existent, un des rares à proposer aux clients de l'hôtel de se retrouver ensemble et de vivre des choses un petit peu différentes. Et on vient d'intégrer, et ça c'est tout récent, puisque ça a été mis en ligne par ma développeuse ce week-end, elle n'était pas censée travailler, mais elle l'a quand même fait. On a intégré Data Tourisme dans la plateforme. C'est-à-dire qu'on récupère toute l'open data des offices de tourisme de France et automatiquement, on vient peupler le tourisme sur l'application. Ce qui fait qu'on aura tous les événements culturels, les monuments, et ça c'est au choix, on peut choisir directement ce qu'on veut intégrer. Du coup, l'apport de chiffre d'affaires additionnel, vous l'avez bien compris, si on l'utilise bien, via le room service, on va en avoir en plus. Via le Social Club, on peut également en générer supplémentaires. Et on a fait plusieurs constats. Déjà, le premier des constats, c'est que les voyageurs business consomment pas tout leur budget. Les voyageurs business, ça peut représenter jusqu'à 70%, voire plus sur certains hôtels de fréquentation. Imaginez d'aller récupérer ne serait-ce que 5% par visiteur business sur l'année. Au final, bon, nous, on n'est plus un coût du tout. On est vraiment un apporteur d'affaires pour l'hôtel. Et enfin, la dématérialisation des commandes, ça augmente le panier moyen de 15%. Alors ça, c'est pas un chiffre que j'ai inventé, c'est McDonald's qui l'a trouvé. Ils ont mis des bornes, et à partir du moment où ils ont mis des bornes, les gens, comme il n'y avait plus la queue derrière, il n'y avait pas la caissière, la personne qui saisissait les commandes en face, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils n'ont pas eu cette barrière sociale et ils ont commandé plus automatiquement. Donc à partir du moment où les bornes sont arrivées, 15% en plus de chiffre d'affaires pour McDonald's. Donc c'est un bon investissement. Aujourd'hui, on équipe plus de 300 chambres. On espère tripler le chiffre d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, juste avant de monter sur scène, j'ai reçu un mail. On a un hôtel de La Rochelle qui vient de s'inscrire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires de room service qui a augmenté de plus 17% sur les hôtels qui utilisent l'outil. Et je vais vous présenter l'équipe rapidement. Donc il y a moi, Sylvain Galtier, le gérant, mais surtout ma développeuse, donc Valentine, qui s'occupe de l'intégration de toutes les nouvelles fonctionnalités et de l'intégration aussi du maintien du serveur et de la sauvegarde. Il y a Astrid, qui est mon alternante de communication, et Alexiane, qui est une alternante qui vient d'arriver en développement web. Donc, je suis entouré de beaucoup de femmes. Et ensuite, l'idée, c'est de développer la base de clients, d'impliquer toujours les clients dans le développement de l'outil. On est en co-construction, on est donc très à l'écoute de ce que vont nous dire les clients. On veut co-construire le produit et l'améliorer au fur et à mesure. L'idée également, c'est de passer numérique responsable, non seulement sur le côté écologique, mais sur le côté respect des données personnelles. Ce qu'on fait déjà, on code de façon éco-responsable. Oui, on peut coder de façon éco-responsable. Ça se fait. C'est pas trop connu, mais on peut le faire. Et voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et au suivant, du coup. Et ce qui ne précise pas, c'est que toutes les startups, vous pouvez les rencontrer sur Village Startup aujourd'hui, enfin en fin de journée, et les 2 jours qui suivent. J'appelle du coup Élise Baron de FIG. Bonjour à tous, je suis Élise Baron de FIG. Alors, pour commencer cette présentation, j'aimerais vous partager un chiffre. Aujourd'hui, il y a 26% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à notre alimentation. Alors, l'alimentation pèse extrêmement lourd sur la planète, mais si on regarde les choses de façon positive, c'est également un levier puissant pour Ajour, puisque globalement, on peut tous agir 3 fois par jour avec notre fourchette. Le levier est significatif puisqu'en adoptant une alimentation durable, on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation de l'ordre de 40%. Donc c'est extrêmement significatif. Avec Eva, cofondatrice de FIG, lorsqu'on a vraiment pris conscience de ce levier qui était l'alimentation durable, on a eu envie d'agir. Alors on a souhaité agir aux côtés des restaurateurs. Pourquoi ? Pour 2 raisons principales. La première, c'est que les restaurateurs, c'est un maillon important de la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, c'est 2 milliards de repas qui sont pris annuellement au restaurant. C'est un chiffre qui est en constante augmentation avec les changements de mode de vie. Et puis, deuxième raison, peut-être la plus importante, c'est que les restaurateurs, ils peuvent vraiment jouer ce rôle de leader d'opinion et entraîner un plus grand nombre vers l'alimentation durable. Pour autant, ce que nous, on observait en tant que cliente gastronome qui allait beaucoup dans des restaurants, c'est que malheureusement, il y avait encore pas mal de plastique pour la vente emportée, il y avait pas mal de gaspillage alimentaire et que probablement, il y avait encore des besoins d'accompagnement, cette catégorie de professionnels. Et puis, dernier point, bonne nouvelle, c'était que côté client, il y avait une vraie volonté des clients d'aller vers quelque chose de plus éco-responsable. Le dernier sondage, qui est un baromètre qui a été mis en place par Max Havelaar, disait qu'il y avait 82% des consommateurs qui souhaitaient des options éco-responsables au restaurant. Donc l'éco-responsabilité, ça devenait vraiment un levier d'attractivité pour les restaurateurs qu'il nous fallait saisir. Alors, on a donc créé FIG et on s'est donné 2 missions. La première, c'est d'accompagner tous les restaurateurs qui le souhaitent vers plus d'éco-responsabilité, à travers à la fois du diagnostic, de l'accompagnement et de la formation. La deuxième, c'est de mettre en valeur les plus engagés à travers un label et de permettre, grâce à des partenariats, de vraiment maximiser la visibilité de ces restaurants labellisés. En termes d'approche, on souhaitait avoir l'approche qui soit la plus scientifique possible. On s'est donc fait accompagner par des experts pour vraiment intégrer les leviers d'impact dans nos accompagnements et vraiment sur les bonnes actions pour accompagner les professionnels et les restaurateurs. Alors, donc concrètement, qu'est-ce qu'on propose ? Alors, la première chose qu'on va proposer à un restaurateur, c'est un diagnostic d'éco-responsabilité. Ce diagnostic, on va le faire on va notamment, dans le cadre de ce diagnostic, on va notamment analyser 3 piliers principaux. Donc d'abord le caractère bas carbone du menu,
Ensuite, toutes les actions de réduction des déchets, de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et enfin, toutes les actions pour aller vers des approvisionnements plus vertueux, donc vers des approvisionnements de saison, bio et locaux. Alors, pourquoi ces 3 critères en particulier ? Comme je disais, on a vraiment souhaité avoir cette démarche qui soit la plus scientifique possible. On est donc reparti de bilan carbone de restaurant quand on a créé FIG. Et quand on regardait ces bilans carbone, on s'est rendu compte que la majorité de l'impact pour un restaurant était vraiment situé dans l'assiette. Donc c'était vraiment là-dessus qu'il fallait commencer avec les restaurateurs. Et puis par ailleurs, ce qui était plutôt une bonne nouvelle, c'était que c'était globalement les actions qui étaient les plus faciles à mettre en place par des restaurateurs. Et puis d'un point de vue économique, c'est des actions qui pouvaient s'équilibrer. Donc les actions qui coûtaient de l'argent pouvaient être équilibrées par des actions qui permettaient de générer du budget. Alors, dans le cadre de ces diagnostics, on va repartir des factures du restaurateur pour faire quelque chose qui soit le plus quantitatif possible. On va notamment faire des estimations carbone. Et ensuite, on va faire un rapport d'évaluation qui va indiquer au restaurateur ses forces et puis qui va lui aussi lui donner des idées pour aller plus loin. Alors, suite à ces diagnostics, on propose aussi de l'accompagnement. L'idée de l'accompagnement, c'est vraiment de se baser sur la motivation du restaurateur pour l'aider à faire la marche d'après. Donc on peut accompagner un restaurateur, par exemple, sur le gaspillage alimentaire, si c'est son choix, ou sur l'ensemble de la démarche jusqu'au label FIG, s'il a envie d'aller jusqu'à cette direction. Dans le cadre de ces accompagnements, on va se baser sur différents outils. D'abord, un annuaire de fournisseurs qui va lui permettre de trouver les bons fournisseurs dans sa région, sur son territoire. On a également co-construit avec des restaurateurs des fiches pratiques qui lui permettent ensuite de mettre en place les solutions de façon très pratique dans son territoire. Et toutes ces fiches pratiques, c'est vraiment des recueils de bonnes pratiques qui ont été éprouvées par le restaurateur, qui l'aident à ne pas faire les mauvais choix et vraiment gagner du temps dans la mise en place de l'action. Pour aller plus loin, on est en train de travailler un outil qui va nous permettre d'estimer le bilan carbone du restaurant et ensuite de l'aider à suivre son empreinte carbone dans le temps au fil des menus pour vraiment l'aider à mieux mesurer son impact et donc à le suivre. Alors, dernière proposition, c'est de la sensibilisation et la formation. Donc on a construit à la fois des modules de sensibilisation et une offre de formation qui nous permettent de toucher d'autres types de restaurateurs, probablement des restaurateurs qui sont plus en début de démarche et qui ont vraiment envie de comprendre, pour avant d'agir, de vraiment comprendre où sont les leviers. L'idée, à travers ces 3 offres, c'est vraiment d'accompagner tous les professionnels, quel que soit leur niveau, pour vraiment les aider à aller vers plus d'éco-responsabilité. Bien évidemment, on n'oublie jamais les notions de rentabilité. Et nous, notre but, c'est vraiment de les accompagner vers un modèle qui soit à la fois éco-responsable et rentable. Alors, parallèlement à ça, on a également créé un label qui nous permet de mettre en valeur les restaurants qui sont les plus engagés. L'idée du label, c'est vraiment de maximiser la visibilité des restaurants les plus engagés. Cette mise en valeur, on peut la donner grâce à des partenaires. Donc aujourd'hui, on a 2 partenariats qui sont actifs. Le premier avec Étiquetable, qui est une application d'alimentation durable, et le deuxième avec The Fork, donc qui est le site de référence pour le référencement et la réservation de restaurants. Donc concrètement, si vous tapez éco-responsable dans la barre de recherche sur le site de La Fourchette, vous tomberez sur les restaurants FIG. L'idée de ces partenariats, c'est vraiment d'apporter du trafic aux restaurateurs qui sont les plus engagés et donc vraiment de leur apporter de la valeur économique. Ça, c'est vraiment vertueux puisque ça les met en valeur et puis ça donne envie aux autres de le devenir. Alors, si on fait un petit bilan à date, aujourd'hui, on a accompagné 250 restaurants vers plus d'éco-responsabilité, partout en France, sur tout type de concept. On va vraiment de la cantine de quartier jusqu'au gastronomique. Maintenant, on sait bien parler aux restaurateurs, on comprend leur motivation, on sait leur donner les bons arguments pour mettre en place une démarche. On a également développé les bons outils qui nous permettent de les accompagner de façon concrète et vraiment de leur apporter de la valeur. Notre enjeu maintenant, c'est vraiment d'accélérer le projet pour vraiment participer à la transition de la restauration. Pour cela, donc, on est à la recherche de partenaires, que ce soit des partenaires publics ou privés, pour monter des programmes d'accompagnement de groupes de restaurateurs. Ces programmes d'accompagnement, on peut les imaginer à l'échelle d'une rue, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un office de tourisme, à l'échelle d'un pool de restaurateurs.
Et vraiment, l'idée, c'est d'accompagner des groupes de restaurants en collectif, en intelligence collective, pour faire progresser plus de professionnels en même temps. Voilà, hein, la restauration durable, c'est vraiment un levier important et vraiment significatif pour peser pour une alimentation durable. Je suis ravie d'être devant vous cet après-midi et disponible pour des échanges ensuite dans les prochains jours pour essayer de réfléchir à des actions pour peser ensemble pour une restauration durable. Je vous remercie. Merci Élise. Merci. J'appelle Erwan Simon de la société Cibleur. Quand tu veux la vidéo, tu dis tu l'envoies. Merci Marion, bonjour à tous. Merci de me recevoir pour cet événement. Je m'appelle Erwan Simon. Donc, je suis le fondateur de la start-up Cibleur. Cibleur, c'est une fintech à impact qui a inventé la première solution de promotion responsable. Alors, notre objectif et notre mission, c'est de sortir de la surconsommation et de la promotion massive en permettant de flécher du pouvoir d'achat vers une consommation plus locale et plus responsable. Alors, dans le monde du tourisme, c'est du pouvoir d'achat qui est capable de promouvoir les territoires. Alors, ce projet, c'est d'abord une date, un événement que vous avez peut-être découvert à une époque. C'est en mars 2020, on a lancé un mouvement solidaire qui s'est appelé softoncommerce.fr, qui a été soutenu par le gouvernement, par beaucoup d'acteurs publics comme privés, BPI, Crédit Agricole, que vous voyez là. L'idée, c'était de venir en aide aux commerces de proximité qui ont été fermés pendant le Covid. Et les gens pouvaient acheter un bon d'achat d'une vingtaine d'euros et qui allait valoir 25 € à la réouverture. C'était une logique d'une bonne affaire, une bonne action. On a soutenu 15 000 commerces de proximité, plus de 2 millions d'euros d'impact en faveur de l'économie locale. Et on a appris beaucoup de choses à ce moment-là. La première, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des consommateurs, nous tous, vous, on a tous envie d'avoir une consommation plus locale, plus responsable, mais sans vraiment encore l'avoir fait aujourd'hui. Le deuxième, c'est que, face à la crise, encore plus que depuis le Covid, le pouvoir d'achat, on en parle à peu près tous les jours dans l'actualité, il est de plus en plus nécessaire de pouvoir flécher du pouvoir d'achat par rapport à un modèle de planche à billets. Flécher du pouvoir d'achat vers les populations finalement qui en ont le plus besoin. Donc ça peut être des populations modestes qui veulent partir en vacances, ça peut être certains touristes, ça peut être des clientèles fidèles. Et le dernier constat qu'on a fait lorsqu'on a lancé Soft en Commerce, c'est que dans le monde du tourisme, la digitalisation, c'est encore assez compliqué pour les professionnels. J'ai pas le temps, j'ai pas envie, j'ai pas les compétences. Il y a plein d'arguments qui font dire que les professionnels, mais aussi les institutions, n'ont pas forcément pris encore le virage du digital. Et pourtant, un digital bien fait, simple, qui permet de fédérer les acteurs d'un territoire, c'est un super outil de lien humain qui crée de la proximité et puis qui crée du lien sur les territoires. Et ça, c'est les 3 constats qu'on a fait lorsqu'on a lancé Soft en Commerce en 2020. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a lancé une solution de digitalisation de l'argent fléché, du pouvoir d'achat, exclusivement vers les activités touristiques. Alors, pour mettre ça en place avec l'ensemble des acteurs des territoires, c'est 3 compétences, 3 métiers. Le premier, c'est une plateforme technologique, ce qu'on appelle une fintech, qui permet de gérer des cartes cadeaux, des coupons, des bons d'achat. Donc, c'est des choses que vous connaissez et que vous utilisez très régulièrement. Il y a 8 millions de salariés qui ont droit à ce type d'avantage, qui permet ici d'en faire la gestion, la distribution. Le deuxième métier, c'est le marketing relationnel. On va au-devant des professionnels du tourisme pour les recruter, pour les valoriser avec les organismes touristiques. Et notre troisième métier, c'est bien sûr, quand on fait de l'argent fléché, c'est de communiquer, à la fois auprès des habitants, des bénéficiaires de cet argent fléché, comme vous pouvez le voir ici, le Crédit Agricole
qui distribue du pouvoir d'achat à la fois à ses salariés et à ses clients vers 50 000 professionnels du tourisme. Et bien sûr, c'est une communication aussi auprès des acteurs locaux, des partenaires locaux qui sont, eux, en capacité de flécher de l'argent. Alors, le premier territoire qui nous a fait confiance dans le monde du tourisme, même si on est basé à Bordeaux avec une équipe d'une dizaine de personnes, c'est la Provence. Depuis 2020, et on travaille avec eux encore jusqu'à minima 2025. Et là, je vais vous illustrer en 2 minutes, finalement, le premier dispositif qui a été opéré avec les premiers 500 000 euros d'argent fléché vers les professionnels du tourisme. Alors, si c'est possible de diffuser la vidéo. Irez-vous en vacances et si oui, dans quelle région? Vous allez voir que les régions de France ont en tout cas lancé, ça y est, la bataille de l'été pour attirer les touristes. Regardez, vous les avez sans doute aperçus dans la rue, ces grandes publicités pour inciter à venir en Bretagne, en Normandie, sur la Côte d'Azur et partout ailleurs. Certaines régions vont même plus loin, comme du côté de Marseille, où des bons d'achat ont été spécialement créés pour encourager le tourisme et les activités locales. On voit cela avec nos correspondants Théo Souman et Christophe Larocca. Ces touristes découvrent le kayak au nord de Marseille. Et pour certains, à moindre coût. 5 personnes de ce groupe ont pu bénéficier d'un ticket de réduction téléchargé en ligne. C'est le cas de Jocelyn Lahue qui arrive de Bretagne. Et pour lui, c'est une bonne surprise. Kayak, c'est 35 €. Et donc, du coup, ça va nous faire 10 € de réduction. On va peut-être placer ces 10 € autre part pendant notre road trip. C'est le but de l'opération, inciter les visiteurs à consommer davantage auprès des 300 entreprises partenaires en Provence. Chacun peut s'inscrire sur Internet pour obtenir un carnet de 10 tickets de 10 €, valable une semaine. L'inscription dure réellement 30 secondes. Et c'est pas, je ne dis pas ça à la Marseillaise, c'est vraiment 30 secondes. Et derrière, vous avez vos 100 € de bons d'achat qui vous permettent effectivement de profiter de tout un tas d'activités. C'est le petit coup de pouce qui va nous permettre de faire un été absolument génial. Loisirs, hébergement, restauration, tous les acteurs du tourisme sont concernés. Dans ce restaurant du centre-ville de Marseille qui vient de rouvrir sa salle, le chef voit ses tickets de réduction d'un bon œil. Nous qui sommes un peu à l'extérieur des flux touristiques, ça nous permet effectivement d'avoir un petit peu plus de publicité pour faire tourner le restaurant avec un peu plus de monde. Ouais. Coût de l'opération ticket, 500 000 € partagés entre la métropole et le département dans le cadre du plan de relance. Et le démarrage est prometteur. Alors il y a à peu près 10 000 tickets qui ont été téléchargés. Il y a aujourd'hui une bonne consommation de ces tickets. C'est à peu près sur les 10 premiers jours quelques 20 000 € de chiffre d'affaires qui ont été générés sur notre territoire. Ces tickets seront proposés jusqu'à la fin de l'année. En France, d'autres départements comme la Manche ou la Somme proposent également des opérations réduction pour relancer leur activité touristique. Alors ça, c'est le premier exemple en Provence, et en effet, c'est ce qui est distribué pour les vacanciers. Un deuxième exemple, c'est ce qu'on fait en Martinique, à travers la distribution de pouvoir d'achat vers les populations les plus modestes, en partenariat donc avec les collectivités et la CAF. Donc on aide 10 000 familles monoparentales avec du pouvoir d'achat vers les activités touristiques et locales. À chaque fois, cette solution, elle a 4 éléments de différenciation. La première, c'est que c'est une solution solidaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, les professionnels qui reçoivent cet argent le reçoivent en totalité, à 100%. C'est gratuit pour les pros. Il n'y a pas de licence, il n'y a pas de commission qui se différencie fortement du coup par rapport aux solutions du marché. La deuxième, c'est économique, parce qu'un premier acteur qui finance cet argent fléché, ce qui n'est pas utilisé, il le récupère. Et donc ça ne finit pas dans la main du prestataire. Donc ça, c'est un très bon ROI pour lui. Le troisième, c'est la simplicité du dispositif. Dans ce que vous avez vu tout à l'heure, un professionnel doit juste s'inscrire en 2 minutes. Il va recevoir un code commerçant, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et il n'aura rien d'autre à faire. Le commerçant n'a rien à faire, tout est dans les mains du consommateur. Donc pas d'application, pas d'installation en caisse. C'est ce qui fait que sur n'importe quel territoire, on a à peu près 80% des professionnels qui participent à des dispositifs comme le nôtre. Et le dernier, c'est transparent. Parce qu'une des forces de ces dispositifs, c'est qu'on sécurise l'argent de ceux qui financent, mais surtout, on a la traçabilité de qui consomme dans quel magasin et combien. Donc on a les données transactionnelles touristiques sans se brancher aux caisses. Et ça, pour les opérateurs du tourisme, en général, ça fait la différence. En Provence, une des manières de le pérenniser,
c'est d'impliquer finalement ceux qui sont les premiers ambassadeurs du tourisme. C'est les résidents qui reçoivent de la famille, qui reçoivent des amis et qui finalement pour le week-end vont se dire qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien finalement, allons faire une activité au cinéma, au patrimoine, pour la culture. Et donc tout simplement, eh bien, le résident, en tant qu'ambassadeur, va bénéficier d'une incitation pour faire de la visite avec les vacanciers qui viendront le voir le temps d'un week-end. Donc on engage tous les acteurs d'un territoire. Alors, j'ai parlé de simplicité. Comment est-ce que ça fonctionne ? Lorsqu'une entreprise décide de distribuer des tickets à ses salariés ou à ses clients, par exemple, il va donc, ce bénéficiaire, entendre parler de l'opération, se rendre sur le nom de l'opération, donc par exemple le ticket myprovence.fr, et rentrer son numéro de téléphone qui va lui permettre de recevoir un SMS. Et ici, vous voyez à gauche de l'écran, des coupons conditionnés. 5 € pour 25 € à valoir dans les activités culturelles, 5 € à valoir dans des activités café, hôtel, restaurant, 5 € dans des associations sportives. Donc c'est celui qui finance qui choisit où est-ce qu'il veut flécher cet argent et quelles en sont les conditions. Et vous allez voir ici, en bas, vous avez un petit bouton code commerçant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous êtes bénéficiaire de ces tickets, vous allez vous rendre chez ces professionnels touristiques qui sont éligibles à cet argent, lui demander s'il accepte les tickets MyProvence, par exemple, et le professionnel va simplement lui dire « Tout à fait, regardez, j'ai une petite affichette de caisse, et vous voyez sur mon affichette, j'ai un code commerçant, ABCD, et vous n'avez qu'à saisir le coupon et rentrer le code ABCD sur votre téléphone. Donc tout est dans les mains du consommateur, et c'est ce qui fait que le commerçant, lui, il a une technologie absolument incroyable, c'est un petit bout de papier, post-it, qui lui permet d'afficher ce code. Et donc, la dernière étape, un comportement un peu bizarre, c'est donc, je reçois immédiatement la confirmation sur mon téléphone, je montre mon écran au professionnel, le professionnel applique la remise et, surtout, dans les 72 heures, il est remboursé du montant sans frais. Donc, pour le professionnel, par rapport à ce que vous pouvez connaître dans les tickets resto, tickets cadeaux et autres, ici, le professionnel est remboursé tout de suite. Il n'a pas besoin de mettre sous pli, d'envoyer pour être remboursé sous 1 mois ou 2 mois. Donc, on est quasi dans l'instantanéité, le temps que la banque puisse faire le virement vers le compte du professionnel. Donc, pour conclure, notre objectif pour ces 3 jours, c'est de rencontrer, bien sûr, les opérateurs du tourisme de l'ensemble des territoires. On est, nous, aujourd'hui, particulièrement implantés dans le commerce local partout en France, en partenariat notamment avec la Banque des Territoires. Et on veut faire en sorte que l'ensemble des opérateurs du tourisme s'engagent à nos côtés dans l'idée de faire la promotion d'un tourisme responsable en allant chercher cet argent fléché vers leurs opérateurs. Savoir flécher cet argent, c'est probablement le meilleur moyen de faire battre le cœur de nos territoires grâce à la promotion responsable. Je vous remercie. Merci Arwan. J'appelle Jamil Ben Abdallah à me rejoindre de la start-up H64. Bonjour à tous. Alors, excusez-moi, ma présentation sera un peu plus sous la forme d'un pitch deck. Donc, je la lance, et je lance avec une jolie image d'une île du Pacifique, l'archipel de Tuvalu, dont les habitants veulent dupliquer l'île sur le métaverse, parce qu'elle risque de disparaître durant les 50 à 60 prochaines années, tout simplement. Donc, ils veulent essayer de créer une sorte de carte digitale, une carte postale digitale pour leurs enfants, qui permettra de voir comment était l'île auparavant. Et ces habitants, près de 12 000 personnes, qui eux ne peuvent pas se digitaliser, ils doivent réfléchir maintenant à où est-ce qu'ils vont aller, qu'est-ce que ça va devenir exactement. Et en vérité, cette situation, à des degrés moindres bien sûr, elle se répète dans énormément de destinations touristiques. Et des fois, on se pose un petit peu la question si durant les prochains étés, ce ne sera pas plus simple durant le mois d'août de visiter une grande ville dans le métaverse, plutôt que dans la réalité. Donc le problème, il est clair, comme on dit dans les pitchs, et je reprends cette petite phrase. Et nous,
à H64, je m'appelle Jeanne. Et on a développé cette solution qui s'appelle de Zero Fund et qui vise justement, à petite échelle, de contribuer à rendre cet avenir possible. Et ça, je ne le dis pas pour faire un discours apocalyptique, c'est simplement un discours réaliste. C'est simplement ce qui se passe actuellement et c'est simplement ce qui va se passer durant les années à venir de plus en plus. Donc on essaye d'avoir, c'est vrai, un discours pragmatique par rapport à cette réalité et on essaye d'étudier le contexte dans lequel se passent tous ces événements. Et il y a un premier contexte qui est lié à des décisions politiques ambitieuses qui sont en train de se mettre en place et qui vont amener justement à des obligations réglementaires. Ces décisions politiques, on peut se poser un peu la question sur est-ce qu'elles sont vraiment réalistes? Parce que là, on estime qu'on doit arriver à moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et à la neutralité carbone d'ici 2050. Mais durant l'année 2020, en pleine crise du Covid, où on était souvent enfermé à la maison, la baisse de l'empreinte carbone globale, c'était 7%, 8%. Donc comment est-ce qu'on va arriver exactement à 55% d'ici 2030? Donc ça, c'est un contexte réel, et moi, en tant qu'entrepreneur, et vous, sûrement, en tant qu'entrepreneur, en tant que responsable, il y a d'un côté les mesures coercitives, et des fois, c'est bien aussi d'avoir des mesures incitatives, et d'être incité à aller de l'avant. Et donc, nous, on pense que pour une entreprise qui veut se lancer justement dans une politique de réduction de son empreinte carbone, eh bien, il y a énormément d'incitations. La première incitation, c'est de pouvoir recruter et de pouvoir fidéliser ses salariés. Et ça, c'est un vrai retour qu'on a de la part des entreprises qui ont un vrai avantage dans ces phases de recrutement si elles montrent qu'elles ont une vraie politique de réduction de leur empreinte climatique. De la même manière, ces entreprises peuvent recruter et fidéliser de nouveaux clients en mettant en place justement ces politiques. Et c'est important au niveau du B2C, ça, en tout cas ça va le devenir de plus en plus, mais c'est surtout important au niveau du B2B. Parce que lorsque vous êtes par exemple un fournisseur d'une entreprise et que cette entreprise doit faire son bilan carbone, l'empreinte carbone des produits que vous vendez entre dans son bilan carbone. Et cette même entreprise, quand elle veut se développer, quand elle veut aller vers une banque, quand elle veut avoir un crédit, et bien maintenant la banque va être de plus en plus attentive à son bilan carbone. Parce que la banque elle-même, quand elle va se financer sur les marchés financiers, et bien le risque climatique est inclus dans son portefeuille de crédit. Et donc elle empruntera de l'argent à des taux d'intérêt plus ou moins intéressants, suivant le bilan carbone des entreprises qui sont clientes chez elle. Et donc c'est comme ça que de plus en plus, des mesures incitatives vont être mises en place afin justement d'accélérer cette transition. Donc nous, on essaye avant tout de faciliter ce passage des entreprises. La première étape pour essayer de réduire son empreinte carbone, c'est tout simplement d'estimer son bilan carbone, puis de le réduire. Et on va essayer de le réduire au maximum en tant qu'entreprise. Mais il y aura toujours des émissions résiduelles parce que la neutralité carbone, ça n'existe pas, ou ça existe très 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 rarement, et on préfère même utiliser des termes comme le net zéro. Et donc dans ce cas-là, pour les émissions résiduelles, il y a la possibilité de compenser, ou en France, on utilise plutôt le terme de contribuer. Contribuer, ça veut dire financer des projets de réduction d'émissions carbone ou de séquestration carbone qui ont lieu sur le territoire. Donc ça ne permet pas de dire qu'on a réglé tout le problème, mais ça permet d'agir dans la bonne direction. Et c'est l'objectif du projet de Zero Fund, c'est de faciliter l'accès vers tous ces projets de séquestration ou de réduction de l'empreinte carbone, et en proposant que des projets de qualité, avec un certain prix pour les crédits carbone, afin d'éviter justement toutes ces accusations de greenwashing qu'on voit par exemple avec la Coupe du Monde du Qatar, où là le projet était très simple. On estime l'empreinte carbone et après on va acheter des crédits carbone au prix le plus bas possible, et comme ça c'est plus rentable. Ça coûte moins cher d'acheter des crédits carbone que de vraiment réduire l'empreinte carbone. Et donc c'est pour ça que nous faisons ce choix et cette sélection de projets qui auront un prix plus élevé, mais qui permettent d'éviter cette accusation de greenwashing. Donc comment fonctionne la plateforme de Zero Fund? C'est très simple, ça fonctionne comme une place de marché, avec des crédits carbone labellisés que vous pouvez acquérir facilement
en tant qu'entreprise, et les porteurs de projets peuvent mettre à disposition les crédits carbone, entre guillemets en France, la contribution carbone, à disposition des entreprises. Donc vous aurez tout simplement un outil pour gérer toute cette politique. Vous aurez votre dashboard avec le nombre de projets que vous avez aidé à financer, le montant que vous avez investi, ainsi que la représentation en contribution carbone que ça représente. Vous pourrez télécharger tous les certificats. Tout sera inscrit dans un registre public sur une blockchain avec un impact carbone qui est inférieur à celui d'un paiement par carte bleue. Donc soyons très clairs, parce que nous, on vient de ce domaine-là, et donc c'est une technologie qu'on maîtrise vraiment. Donc comme ça, il y aura vraiment une traçabilité, une transparence de toutes les transactions. Vous pourrez partager l'impact de vos achats avec vos consommateurs. Vous aurez accès à toutes les factures de vos achats. Vous pourrez faire des reportings légaux, réglementaires, notamment pour les porteurs de projets, mais aussi pour les acheteurs, afin de montrer justement toutes vos activités dans ce sens-là. Et vous pourrez aussi, si vous avez des sites de e-commerce, inclure un bouton automatiquement sur votre site avec les projets que vous voulez soutenir, de manière à ce que vos consommateurs puissent eux aussi faire une contribution carbone. Et vous pourrez suivre tous les achats qui ont été faits à travers votre site et de la même manière communiquer sur ces achats et montrer votre travail au niveau de la contribution carbone. Donc c'est une plateforme globale de monitoring avec un business model extrêmement simple de place de marché, donc avec une commission qui est prise sur chacune des transactions et que nous avons validée avec les porteurs de projets afin de les aider à commercialiser leur crédit carbone et financer leurs projets. Le marché prévisionnel est un marché qui augmente à deux chiffres, qui croît à deux chiffres chaque année. Mais surtout, ce qui est important pour nous, c'est que pour l'instant, en France, par exemple, seuls 3% des crédits carbone achetés proviennent du marché français. Donc, dans toutes les politiques de consommation, il y a un vrai besoin de mettre en avant des projets qui se développent ici et qui ont vraiment un impact local. Et c'est ça notre principale volonté de développement. Au niveau des concurrents, parce que je vous ai dit, moi j'ai fait un pitch mail traditionnel, vu que c'était le titre. Donc au niveau de nos concurrents, c'est comme d'habitude, la grande majorité des concurrents sont aux États-Unis, sur lesquels se développent énormément de plateformes. Et pour être tout à fait sincère, ce marché a tellement besoin de développement parce que l'offre ne répond pas à la demande actuellement, que je vais répondre de manière facile, mais tous les concurrents sont les bienvenus dans les différents pays afin de permettre ce développement. Au niveau de la roadmap de l'entreprise, donc là j'ai fait un petit historique aussi, comme dans tout pitch deck. Donc c'est très simple, l'entreprise a été créée en 2019 avec beaucoup d'enthousiasme, une bourse French Tech, on prépare notre levée de fonds, tout va être signé, et boum, le Covid, tout simplement, le confinement, la levée de fonds est reportée, les employés à peine recrutés doivent être licenciés, on doit faire des développements à la demande pour permettre de tenir le coup durant 2 années et de préparer notre projet. On avait la chance d'être des spécialistes avec beaucoup de compétences dans la blockchain, on a pu faire des développements à ce niveau-là. Et enfin, au premier trimestre 2022, les choses se débloquent. On fait notre première levée de fonds, on recommence à recruter, on obtient un financement de la BPI. Et là, actuellement, on prépare notre deuxième levée de fonds aussi, le lancement de la plateforme. Et en vérité, on va lancer une pré-plateforme lors de la COP 27 en Égypte, à Sharm el-Sheikh, parce qu'on a été choisi par les Nations Unies pour permettre la compensation carbone de la COP 27. Donc on travaille, par exemple, dans ce cas-là, avec des agriculteurs égyptiens qui ont mis en place tout un schéma de certification pour passer au bio-organique en faisant de la séquestration carbone. Et on va justement les aider à commercialiser leur crédit carbone pour financer leur développement en essayant justement de permettre aux participants de la COP de compenser leur participation. Voilà, donc je suis bien sûr partie du tourisme la Nouvelle-Aquitaine et juste pour terminer, notre volonté à travers cette plateforme, c'est vraiment de faciliter cette générosité. C'est pas dire qu'on va arriver à la neutralité carbone en faisant de la compensation ni quoi que ce soit, c'est pas du tout notre message, mais c'est simplement que dans une voie vers le net zéro pour les entreprises, nous on essaye avec notre plateforme de faciliter tout ce cheminement. Voilà, je vous remercie. Merci Jamie.
Et la dernière start-up qu'on accueille, c'est Cyrielno de la Bulle Verte. Bon, bonjour à tous, ravi d'être de retour sur la scène puisque j'avais eu le plaisir de présenter la Bulle Verte au Startup Contest l'an dernier, donc peut-être que certains d'entre vous avaient pu assister à mon pitch de 3 minutes, donc là on a un peu plus de temps, donc c'est parfait. Donc je suis Cyrielno, directrice générale de la Bulle Verte Exploration Tranquille, des écostations conçues autour des mobilités douces pour faciliter l'exploration de nos territoires. Voilà, donc du coup, alors ce que je vous propose, c'est qu'on commence éventuellement par la vidéo, et puis je vous commenterai un petit peu le développement de la Bulle Verte. C'était pour une petite mise. Vu qu'on est dans une salle, je me suis dit on va commencer par une petite vidéo sympathique. Donc du coup, la Bulle Verte Exploration Tranquille, donc qu'est-ce qu'on propose? Des écostations vraiment pour valoriser les territoires. Concrètement, sur ces écostations, on va proposer du service autour de la mobilité douce. Donc sur les stations, sur les sites qu'on a pu voir sur la vidéo, on va avoir du service, donc des bornes de recharge pour recharger les véhicules électriques, notamment les voitures, j'insiste également. Parce qu'il s'agit aussi en fait d'encourager les gens à laisser leur voiture, à laisser leur véhicule. Alors s'ils ont toujours un véhicule thermique, le laisser pour explorer les territoires avec un relais de mobilité doux. Et pour ceux qui ont du véhicule électrique, pouvoir le recharger, parce qu'il y a un vrai souci et une vraie question sur les territoires aujourd'hui pour y accéder en véhicule électrique. C'est un vrai enjeu. Et avec le nouveau paradigme qu'on a également sur la voiture électrique, qui est le temps de recharge. Quand on a une voiture thermique, on va comment dire, faire un plein, c'est instantané. La voiture électrique, aujourd'hui, il y a un temps de charge. Donc pourquoi ne pas utiliser ce temps de charge? Pour finalement profiter et découvrir le territoire. Donc c'était un point important en fait dans la conception du projet, des solutions Bulle Verte. L'idée également, c'est aller plus loin que juste la mise à disposition de mobilité. Comme on l'a vu sur la vidéo, on a une application aujourd'hui, alors une web app. L'idée c'est pareil, que ce soit pas compliqué, qu'il n'y ait pas de téléchargement nécessaire. Quand les clients arrivent, en fait, ils vont être guidés. Donc on est capable aujourd'hui, en fonction des sites, on a créé des itinéraires avec qui vont être construits autour du patrimoine local. Donc ce sont des itinéraires thématiques qu'on va vraiment co-construire avec les sites d'accueil. Aujourd'hui, donc on a des domaines viticoles, des maisons de cognac, on va avoir des hôtels également, et on va construire en fait vraiment un itinéraire autour du patrimoine local. Je peux donner un exemple. Sur un des domaines viticoles sur lequel on a une bulle verte installée, le parcours est vraiment autour du patrimoine historique, puisqu'on a des villages médiévaux. Donc voilà, ça va vraiment dépendre. C'est aussi sortir, on va dire, de la visite simple pour découvrir le patrimoine à proximité. Et c'est aussi finalement pour ces producteurs attirer une nouvelle clientèle. C'est important. Dans les premières bulles vertes qu'on a développées, ce sont finalement des gens qui recherchaient l'expérience à vélo, se balader dans la nature, qui sont venus. C'était un facteur de différenciation pour le choix d'une propriété à visiter. Et derrière, ça se transforme souvent, en effet, en achat de produits sur les lieux. Donc c'est plutôt positif. Donc actuellement, donc la bulle verte, pour revenir sur notre histoire, donc on a 2 ans, on va fêter bientôt nos 2 ans. Donc on a développé actuellement en effet des écostations qui sont situées sur des sites privés, donc comme je disais, des sites qui peuvent accueillir du public, œnotourisme, agritourisme, hôtellerie également, qui s'y prêtent. Et l'idée c'est d'évoluer dans un deuxième temps, je vais en parler un petit peu après. Donc aujourd'hui on a une 15aine de bulles vertes qui sont sur la Nouvelle-Aquitaine, et également on en a une en PACA et une en Occitanie, de continuer, mais on veut vraiment
vraiment, l'idée, c'est de créer un réseau bulle verte. Parce que l'idée, finalement, et je vais vous donner quelques exemples, c'est aussi de créer et de travailler en réseau. Aujourd'hui, on va créer des premiers itinéraires et séjours touristiques bas carbone. Donc aller un peu plus loin que la simple expérience, et déjà on a des expériences qui durent une demi-journée, une journée, mais vraiment créer des séjours éco-conçus avec des acteurs engagés et permettre soit aux utilisateurs de véhicules électriques, dans ce cas-là, d'accéder au territoire et de se recharger et vraiment de leur proposer, quand on a conçu la bulle verte, on pensait vraiment au parcours visiteur. Il faut savoir aujourd'hui, pour toute personne qui possède un véhicule électrique, partir en vacances, se rendre dans des territoires, dès qu'on sort des grands axes routiers, c'est très compliqué pour se charger. Donc, du coup, on veut aussi créer un service autour de ça, et tout en valorisant des acteurs qui sont impliqués. Alors on parle d'entrée de point du territoire, je parle beaucoup en effet de voitures électriques parce que c'était la première solution, mais dans le projet Bulle Verte, donc depuis 2 ans, c'est vrai qu'on voulait aussi adresser la solution générale, hein. Comme on sait, c'est le transport aujourd'hui qui est le facteur le plus important au niveau d'émissions de gaz à effet de serre lors d'un parcours. Donc du coup, on est en train de travailler sur un projet pour aller plus loin, sur plus d'autonomie, en gardant bien sûr cet aspect tourisme, découverte du territoire, et pour vraiment travailler sur ce chaînon manquant. Parce qu'en termes de parcours utilisateur aujourd'hui, c'est vrai qu'on va pouvoir se rendre dans des grandes villes, faire des city breaks. Nous, étant de Bordeaux, on a 2 heures de Paris, mais dès qu'il s'agit de rayonner tout simplement dans les vignobles, ça devient beaucoup plus compliqué en termes de logistique. Et on s'est dit, travaillons sur ces points d'entrée du territoire on a des réseaux ferroviaires assez importants en France, mais il y a souvent ces quelques kilomètres qui manquent jusqu'au point d'intérêt, jusqu'au site touristique. Donc du coup, c'est dans cet axe-là qu'on a développé les stations autonomes, que nous sommes toujours en train de développer, en partenariat avec EDF et Orange Innovation, puisqu'il va vraiment y avoir un aspect aussi data autour de ces stations assez important au niveau d'information de flux, qui seront destinés en effet à des points d'entrée du territoire où on n'a pas forcément finalement d'accueil disponible. Aujourd'hui, je vous parlais d'hôteliers, d'agriculteurs, viticulteurs qui ont la possibilité de faire cet accueil en personne. Là, ça s'adresse vraiment à des sites où on a besoin d'automatisation. Donc gares, pontons fluviaux, on peut avoir centre de village également. L'idée, c'est de garder le concept bulle verte, donc c'est pas juste du free floating, hein, c'est vraiment concevoir des itinéraires de découverte, de valorisation avec les bulles vertes existantes justement qui seront déjà dans le territoire. L'idée vraiment, c'est de travailler en réseau. C'est de créer un réseau de bulles vertes pour justement rayonner, pour mettre aussi, juste dans le slide avant, l'exemple, c'était aussi de collaborer. On a par exemple aujourd'hui des sites bulles vertes qui ont des infrastructures assez limitées, 4, 5 vélos, qui sont des petits sites privés, mais ils sont à quelques kilomètres de distance. Donc certains le verraient sous la forme de on est concurrent parce qu'on offre une offre vélo à proximité. Non, l'idée c'est aussi de mutualiser les moyens. Nous on est là pour co-créer, pour travailler avec eux. On leur fournit les infrastructures, mais on fait un vrai travail de co-création d'offres touristiques également, puisque avec ces 2 sites, on a créé une balade spécifique où on va être capable justement de monopoliser les actifs des 2 sites, donc avoir plus de 8 vélos pour justement des petits groupes et faire une expérience également à la journée pour des plus petits groupes. Donc l'idée c'est vraiment ça, réfléchir en réseau et avoir une force de frappe plus importante. Donc pour revenir en effet sur ces stations autonomes, donc l'idée ce sera vraiment d'apporter du service, de l'information locale. Ici il y aura sûrement un volet, c'est une réflexion et là je fais un petit appel également puisqu'on va chercher des premiers sites pour expérimenter ces stations sur fin 2023, début 2024. Donc si vous avez un territoire avec ces problématiques de dernier kilomètre, d'accès, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et l'idée c'est qu'on montera aussi également des itinéraires
itinéraire découverte, il peut y avoir de nombreuses problématiques, comme je disais, accès à des grands sites, possibilité de rayonner aussi un petit peu plus loin sur des parkings un peu plus éloignés, qui se trouvent parfois à 2-3 km, ou bénéficier également, on parle également d'industrialisation des sols, d'éviter ça, justement, de dire profiter de ce qui existe déjà, d'hôtels qui peuvent avoir justement des parkings ou de toute autre infrastructure, et de dire voilà, on incite les gens à se garer ici et on leur offre une solution, parce qu'il s'agit vraiment de ça, pour accéder à d'autres sites. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas. Nous, on n'aura pas de stand pendant ces 2 jours, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, à Frédéric et moi-même. On laissera quelques informations au niveau du stand du Tourisme Lab pour si vous avez des questions. Voilà, je vous remercie. Merci Cyrielle. Alors, comme ils vous l'ont dit, ils sont pour la plupart sur le village Startup dans la salle ambassadeur, on ne me voit pas. Et vous pouvez aussi les retrouver dans le book des entreprises innovantes, que je vais vous montrer à l'écran, mais hop, je dois changer. Voilà, dans le book des entreprises innovantes, et ça recense à peu près 40 startups qu'on accompagne dans le cadre du Tourisme Lab. Donc, ils ont des solutions et des services très différents les uns des autres. Donc, je vous invite à consulter ce book ou aller les rencontrer directement sur le salon ambassadeur.